Aérodrome de Mende, au centre de la Lozère. Cet avion se dirige vers le sud-est du territoire pour survoler le mont Lozère, qui a donné son nom au département. À son bord, Alain Jacquet. Il connaît bien la région car il enseigne la géologie à Mende depuis plus de 15 ans. Le mont Lozère, c'est un immense massif de granit, donc une roche magmatique, donc qui provient d'un magma qui était en profondeur, donc des roches qui sont en fusion. Et ces roches ensuite vont se retrouver en surface par l'effet de l'érosion. Les roches, elles datent de 330 millions d'années. Donc c'est une immense patate allongée est-ouest. L'érosion dans le granit, elle a tendance à l'éroder en boule. Donc on a des sommets qui sont relativement plats. Là, à une altitude de 1500-1600 mètres, donc des hauts plateaux, avec une mince couche de sable, hein, puisque le granit s'érode en sable. Et donc ça forme des paysages de landes, donc des sols assez pauvres. On a effectivement un paysage désertique, une steppe. Là, à l'automne, elles prennent des belles couleurs, notamment avec les tapis de bruyère et les tapis de myrtillers, qui prennent des couleurs rouges. Et puis en hiver, c'est des paysages aussi exceptionnels qui sont balayés par les vents, par la tourmente. L'avion vole maintenant vers le sud du mont Lozère. Sur ce versant, les pluies de l'automne érodent les blocs de granit de manière spectaculaire. Sur les pentes du mont Lozère, on voit des piles de boules de granit, comme si c'était un géant qui était venu faire son tas de cailloux là. Et donc ça fait ces chaos, ce qu'on appelle les chaos, qui sont tout à fait naturels, qui correspondent en fait à l'érosion en place du granit. Quand on se promène là sur ces paysages-là, quelle que soit la saison, on ressent pas la puissance de la nature. Une puissance de la nature que les habitants du mont Lozère ont toujours tenté d'apprivoiser. Ici, les hivers sont particulièrement rudes. Dans les hameaux, dès la fin du XVIIIe siècle, un système permettait de guider les personnes lors des intempéries, comme ici, au hameau de la Fage. Le village de la Fage, c'est un des 5 villages qui possèdent un clocher de tourmente. Donc ils sont disposés en fait autour du mont Lozère. C'est les seuls clochers qui n'ont pas été construits dans un but religieux, mais dans un but de prévenir les personnes qui sont éloignées du village pour les besoins des travaux des champs, etc. et qui ne pourraient pas retrouver le village pris dans la tourmente. Donc la tourmente, c'est des vents extrêmes, un brouillard, de la pluie. Et les périodes de tourmente sont très fréquentes à l'automne, en hiver, à la fin du printemps. Alain Jacquet se dirige vers le sud-ouest du mont Lozère. Pour survoler la grande curiosité géologique du département. Donc là, la plaine des Bondons, il reste quelques reliefs, notamment ces 2 reliefs emblématiques, là, qui sont les Puèches ou les Chames des Bondons, qui sont des buttes de roches sédimentaires, de calcaire, qui sont restés alors que tout le reste autour a été érodé et qui sont comme posés sur le granit. Oui, ça fait des beaux paysages. Ces 2 collines ont toujours fasciné les Lozériens. La légende raconte que ce sont des traces de boue laissées par les bottes de Gargantua.
sur ce plateau-là se retrouve une grande concentration de menhirs. On a compté jusqu'à 150 menhirs. C'est des menhirs en granit. Bon, ils devaient forer des trous dans le granit et puis mettre des coins en bois, faire gonfler par l'eau. Quand ils gonflent par l'eau, ça fait éclater le granit. Et ça fait éclater le granit dans le sens de grandes lignes parallèles. C'est vrai que le granit se découpe bien en parallélépipède, en grandes bandes. Et donc ces menhirs, il a fallu les transporter à l'époque sur 500 jusqu'à 1 km pour les plus éloignés. 1 km de la zone d'extraction pour aller les poser sur ces terres calcaires qui étaient posées sur le granit. Sous ces fameuses collines de calcaire, il existe une cavité qui fascine les géologues du monde entier. La grotte de Malaval. Elle est fermée au public. Alain Jacquet est membre de l'association chargée de sa protection. Il accompagne aujourd'hui 2 spéléologues pour réaliser une série de photographies de ces salles les plus exceptionnelles. Creusée par une rivière souterraine sur 12 km, la grotte de Malaval est la plus longue cavité de Lozère. L'équipe va progresser durant plusieurs heures. Fais gaffe parce que ça glisse. Dans des conditions parfois difficiles, pour atteindre à 50 mètres sous terre le premier joyau de la grotte. Une salle baptisée la salle des Blanches, car elle abrite des concrétions particulièrement étonnantes. C'est incroyable, hein? C'est vraiment des gouttelettes d'eau en fait qui sortent par ces fissures. Donc la goutte, elle s'évapore et elle se transforme en calcaire blanc, là ce qu'on voit. Comme ce qu'on peut voir quand on laisse évaporer de l'eau un peu calcaire dans le verre et on voit des traces blanches autour du verre, ben c'est ça en fait, c'est du calcaire. Le calcaire qui est dissous dans l'eau, il se reforme en roche. Et petit à petit, comme ça s'allonge. Et puis juste à côté, on voit des figures où du coup, c'est plus du tout vertical, c'est dans tous les sens. Il va pouvoir y avoir de la cristallisation dans n'importe quel sens et former ces excentriques là qu'on appelle aussi coralloïdes, qui ont une forme de corail. Hein. Et chacune de ces concrétions, si on la regarde dans le détail, elle a plusieurs vies, plusieurs histoires. D'abord, c'est une stalactite pleine, ensuite une stalactite creuse, ensuite il y a des fissures qui se forment et puis on va former la coralloïde. Ça raconte une histoire qui défie l'humain, quoi. C'est des milliers d'années, voire des millions d'années d'histoire. Oui, pour moi, c'est magique, extraordinaire. C'est un spectacle absolument éblouissant. Quand on voit des paysages comme ça nous laisse rêveur. C'est l'un des plus beaux spectacles qu'on puisse imaginer. Surtout lorsqu'on le regarde dans le détail. C'est surtout dans le détail que c'est le plus beau. Il n'y a rien qui peut définir dans quel sens ça va. Ça monte, ça descend, ça se croise. C'est un mystère. Voilà, c'est un peu la magie qu'on va rencontrer sous terre. La grotte de Malaval était connue depuis des siècles. Pourtant, ces décors extraordinaires n'ont été découverts qu'en 1950. L'équipe se dirige maintenant vers la salle qui lui a valu sa réputation dans le monde entier. Jean-Louis Galera fait partie des équipes qui continuent le travail d'exploration de la cavité.
Alors nous voici donc dans la galerie des super blanches. Donc, bien sûr, comme c'était supérieur au niveau concrétionnement, les spéléologues l'ont appelé la salle des super blanches. Mais surtout ici, c'est la profusion qui est absolument exceptionnelle. Dans tout le réseau de toute la galerie des super blanches, il y en a des mètres cubes, quoi, en fait. On voit ici des aiguilles à perles, comme si c'était des petites perles qui étaient enfilées sur un fil. On en connaît très peu, on en connaît dans 2 ou 3 grottes. Donc, c'est une des particularités de la salle des super blanches. C'est un véritable joyau. C'est la raison pour laquelle on la protège. Voilà, protection, bien sûr. Une telle profusion serait un cas unique au monde. Incline-le un peu vers moi, le flash, encore un tout petit peu. Là, c'est parfait. Et là, on obtient une concrétion qui est née sur le noir parfaitement. Et ça permet vraiment de la dissocier des autres et lui donner du coup toute son importance. Depuis 2 ans, l'association de Malaval invite régulièrement le photographe Rémi Flamand à prendre des clichés pour recenser ce patrimoine exceptionnel. Reste de ce côté, il faut que tu m'éclaires en contre-jour. Ok. C'est exactement ça qu'il faut. Elle est parfaite. La spéléo, mêlée à la photo, c'est une forme d'aventure qui est réellement humaine et qui permet voilà, de vivre quelque chose qui est unique, que je ne trouve nulle part en fait en surface. C'est physique, c'est difficile, parfois dangereux, donc il faut quand même se battre pour aller chercher la photo. Le but, c'est justement de ramener des clichés qui va permettre de communiquer sur cette cavité, montrer ô combien elle est belle, et puis en même temps faire rêver les gens. Jean-Louis, es-tu prêt? Écarte légèrement un peu le bras droit, c'est parfait. Retour sur les hauteurs du Mont Lozère. Au même moment, un groupe de cavaliers entame une randonnée en commençant par le plus haut sommet du Mont Lozère, le Finiel. En tête de file, Olivier Barascude. Il est moniteur d'équitation. Alors j'amène majoritairement que des gens qui sont débutants, qui n'ont jamais monté à cheval, qui viennent pour découvrir le Finiel et en même temps découvrir le cheval. Allez, on prend le trot et on prend le galop, doucement. Allez. Aux côtés d'Olivier, pour encadrer le groupe, Hugues Paris. Il organise des randonnées découvertes sur le Mont Lozère. On arrive sur le sommet Finiels. C'est le point culminant de la Lozère. C'est vraiment une montagne mythique qui fait 1699 mètres. Donc nous, un tout petit peu plus, à cheval. À cheval, oui. Hein. Voilà, on a une vue à 360 degrés qui nous permet de nous porter sur les horizons de toutes parts. On peut parcourir des heures et des heures sans voir vraiment beaucoup de hameaux. C'est un des départements le moins peuplé de France. Ces paysages sont souvent comparés à ceux de Mongolie. On a une végétation de steppe, ce qu'on appelle la pelouse d'altitude. Ça fait des centaines d'années qu'il y a du pastoralisme. Donc on entretient cette pelouse, cette herbe rase. Et cette bruyère sauvage qui s'appelle la caloune, qui est une bruyère qui est plus courte, due à la rudesse du climat.
Là aussi, il y a un point de vue extraordinaire. Dans cette partie du mont Lozère, le Tarn peut se traverser à cheval. À 2 km de sa source, c'est encore une petite rivière de montagne. Les cavaliers font escale pour découvrir le pont du Tarn. Il est aussi appelé le pont romain, alors qu'il date du Moyen-Âge. Bâti sur 3 arches, l'ouvrage est caractéristique des ponts médiévaux. Massif, il fait face aux caprices de la nature. L'eau est passée par-dessus le pont du Tarn. Il y a eu de très très grandes crues ici. On n'imagine pas les précipitations qu'il peut y avoir à flanc du mont Lozère. L'ouvrage était à l'origine un pont moutonnier. À la fin du 19e siècle, plus de 100 000 brebis en provenance du Midi empruntaient la Draille du Languedoc, principal chemin de transhumance, pour rejoindre les pâturages du mont Lozère. Aujourd'hui, ce sont principalement les cavaliers qui arpentent ces drailles. Ils les surnomment les chemins du bout du monde. On arrive à Bellecoste. C'est toujours une architecture solide, avec des pierres qui sont presque un peu démesurées par rapport aux bâtiments. On aperçoit la Lose qui est très traditionnelle. Il faut imaginer que sur un toit comme celui-ci, il y a facilement 7 tonnes sur chaque pan. Ce qui veut dire une charpente très solide. Au XIXe siècle, le hameau de Bellecoste accueillait la plus importante foire aux moutons du mont Lozère. L'hiver, en revanche, c'était un véritable désert. Bellecoste est un village qui a été désertifié à cause de la neige, à cause du mauvais temps. Il faut imaginer l'hiver, des congères et qui montaient jusqu'au toit. Les gens devaient faire des tunnels, creuser ne servait à rien. La neige se rengouffrait de nouveau dans le creux. Aujourd'hui, ces bâtiments, bien qu'inoccupés, sont entretenus pour témoigner de l'architecture traditionnelle du mont Lozère. Nous nous dirigeons maintenant au sud du département. Vers un territoire profondément marqué par les guerres de religion des XVIIe et XVIIIe siècles. Philippe Chambon est historien du protestantisme. Il nous emmène sur les traces des Camisards, ces huguenots qui se sont révoltés sous le règne de Louis XIV. Pour le conduire, Jean-Pierre Guéret, un amoureux de la 2 chevaux. Cette voiture est particulièrement bien adaptée aux routes sinueuses. C'est vraiment une voiture qui colle au département, quoi. On a l'obligation de ne pas être pressé avec une 2 chevaux puisque le moteur n'est pas hyper performant, mais ça correspond un peu à l'ambiance d'ici. On n'est plus dans ce monde où tout va un peu vite, quoi. On est un peu décalé et la 2 chevaux correspond bien. Et en plus, on n'a pas peur que le GPS tombe en panne ou que le limiteur de vitesse nous embête. Ah oui, moi ça a été ma première voiture et vraiment j'en ai la nostalgie encore. Première étape de leur périple, Merhues,
un bourg situé face aux vallées cévenoles. C'est ici qu'a été fondée l'une des premières églises protestantes de Lozère. On peut dire que Merveille, c'est la porte des Cévennes. Et les Cévennes, c'est cette histoire de la guerre des Camisards qui est un des éléments importants de ce passé. Alors les Cévennes sont devenues quasiment totalement protestantes au XVIe siècle. Très massivement et assez rapidement, la population protestante représentait à peu près 80% de la population globale. Au XVIIe siècle, Louis XIV impose à son royaume la religion catholique comme seule et unique. De nombreuses mesures de répression sont mises en place. Son mariage avec Madame de Maintenon renforce sa dévotion catholique. En 1685, le roi Soleil révoque l'édit de Nantes et décide d'éradiquer totalement le protestantisme. La communauté protestante des Cévennes se soulève au tout début du XVIIIe siècle. 3000 Cévenols protestants vont alors tenir tête à l'armée du roi pendant 2 ans. Le bilan pour le pays a été quand même très lourd, puisqu'il faut savoir que Louis XIV avait ordonné en 1703 le grand brûlement des Cévennes. Les soldats du roi ont incendié 474 villages et lieux-dits dans la région. C'est-à-dire qu'on devait rassembler toute la population des campagnes dans les bourgs comme ici Merveille, et les bâtiments étaient livrés aux flammes, les fermes, les hameaux étaient détruits. Donc bien évidemment, à la fin de cette opération, le pays était complètement en ruine et donc la révolte s'est petit à petit effilochée. En 1837, le temple de Merhuès est l'un des premiers à être reconstruit. Il servira de modèle à tous les temples octogonaux de France. L'atmosphère du temple de Merhuès est assez agréable par le fait de la forme. Lorsque l'assemblée est nombreuse, on a vraiment l'impression de former une communauté. Et puis, il y a une trentaine d'années maintenant, on a osé les couleurs. Alors, il faut bien dire que si nos anciens revenaient au monde, ils seraient horrifiés de voir qu'on a peint le temple avec ces couleurs assez vives, puisqu'autrefois, nos aïeux étaient assez austères, donc il fallait des couleurs blanches, grises, très, très sobres. Mais nous avons pris ce parti-là dans les années 1990, et bon, ma foi, ça donne une chaleur au bâtiment. Au centre du temple, la chaire. Sur sa partie basse figure une représentation emblématique du protestantisme. Un symbole religieux, mais aussi la preuve d'un attachement à la terre languedocienne. Un orfèvre de Nîmes qui s'appelait Maistre a repris cette croix qui rappelle aussi la croix du Languedoc, de la province, donc avec les petites boules ici. Et entre les 4 branches de la croix, il y a une fleur de lys et au-dessous, il y a une colombe. Et la signification de ce bijou voudrait dire les protestants du Languedoc sont fidèles au roi avec la couronne de fleur de lys, mais veulent rester fidèles au Saint-Esprit, donc veulent rester protestants. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'emblème de la communauté protestante. Ce temple abrite une pièce rare. Plus qu'un trésor, c'est un symbole pour la communauté protestante. Ouais, donc, c'est une Bible alors, qui est datée de 1644, mais on n'a pas les premières pages qui ont disparu. Pour une raison toute simple, c'est qu'au moment des persécutions, donc à partir du règne de Louis XIV, on apprenait aux dragons, aux soldats, à lire le mot Bible. Et donc, pour protéger leurs livres, les gens arrachaient les premières pages où il y avait marqué Sainte Bible. Comme ça, les soldats ne savaient pas forcément qu'ils avaient affaire à une Bible. Alors, ce qui est assez extraordinaire dans ce livre-là, c'est qu'il y a des illustrations. Quelque part ici, voilà, les grands prêtres du temple de Jérusalem, dans leur tenue d'époque. Ce qui est assez exceptionnel, c'est d'avoir une Bible en bon état comme ça, et d'autant plus que celle-ci, au moment de la persécution, elle a été cachée par une famille qui l'a enterrée dans un lieu un peu secret, qui l'a restituée au temple lorsqu'on a inauguré ce temple-ci au début du 19e siècle. Aujourd'hui, les protestants sont encore très présents dans les Cévennes. Selon un dicton populaire, pour qu'une terre soit considérée comme cévenole, il faut 3 ingrédients. Des protestants, du schiste et des châtaigniers. On dit le cévenol, il vit dans le châtaignier puisque son berceau est un châtaignier, les meubles de sa maison sont en châtaignier,
et son cercueil est en châtaignier. Et puis au temps des Camisards, les gros châtaigniers au tronc creux ont servi souvent de cachette. Au moment où les proscrits étaient obligés de se dissimuler, ils se laissaient glisser à l'intérieur du tronc de châtaignier et ils avaient là un abri assez sûr. Au sortir de la forêt de châtaigniers de Chêne, on va retrouver la corniche des Cévennes et un petit cosse calcaire qu'on appelle la canne de l'Hospitalet. Au Moyen-Âge, la corniche des Cévennes était un chemin pour les muletiers. Sur ordre de Louis XIV, l'itinéraire fut complètement réaménagé pour permettre aux dragons du roi de se déplacer plus facilement. Ils pouvaient ainsi mieux surveiller la population de rebelles qui se dissimulait dans ces vastes étendues. Nous sommes à Aire-Ventouze, donc ça veut dire le lieu vanté qui domine un peu toute la vallée française. La vallée française, c'est là où la révolte a été la plus intense, le lieu que les soldats du roi redoutaient le plus. On domine vraiment tout le pays, on peut ainsi contrôler tous les déplacements des gens dans les vallées en contrebas. Tout ça, en dessous de nous, c'est une commune et on se rend compte très bien d'ici de l'éparpillement de la population. Une des caractéristiques de l'habitat en Cévennes, c'est qu'il n'y a que peu de bourgs-centres et la plupart des communes sont en fait composées de dizaines et de dizaines de masses et de hameaux qui sont éparpillés un peu partout dans la montagne. Et c'est aussi ça qui a fait la force des Camisards parce qu'ils se réunissaient pour une action, puis vite ils repartaient chez eux, donc ce qui fait qu'ils étaient assez insaisissables. Et face à eux, les dragons du roi, habitués à se déplacer à cheval. Et on les a fait marcher à pied avec leurs grandes bottes, leurs longs sabres. Donc déjà, c'était un gros souci. Ils n'étaient pas du tout habitués à des reliefs. C'était plutôt des troupes habituées aux batailles rangées, alors que là, c'était vraiment de la guérilla. Nous allons découvrir en contrebas le village du Pompidou que nous allons traverser. C'est un village dont le nom n'a aucun rapport avec l'ancien président de la République. Le Pompidou, c'est un mot d'occitan qui désigne un lieu en replat où on peut se reposer, où on peut reprendre le souffle avant de commencer une côte assez raide. Ces dragons du roi donc, faisaient souvent étape dans ce village du Pompidou. Comme souvent dans les villages des Cévennes, le Pompidou est construit le long d'une rue. D'un côté, on trouve le temple protestant et en face, l'église catholique. En 1704, après 2 ans d'une guerre intense, les Camisards rendent les armes. Il ne reste alors plus que 2 temples dans toutes les Cévennes. L'un d'eux se trouve au cœur du village du Collet de Dèze. Il a été sauvé par une marquise qui avait eu l'idée de le transformer en hôpital pour empêcher sa destruction. Ce vieux temple du Collet de Dèze, un des plus anciens temples de France, en tout cas le plus ancien des Cévennes, construit comme tel, en 1646. Et à l'intérieur du temple, on découvre une prouesse architecturale. C'est cette arche imposante qui structure le bâtiment sans la moindre colonne. L'objectif était de permettre à la communauté de se sentir unie.
Et puis ici, le temple du Collet a une petite particularité, c'est la sorte de tribune en pierre qui est derrière la chaire. Et sur cette tribune, on pouvait faire asseoir notamment les anciens, c'est-à-dire les hommes qui étaient élus pour gérer l'église réformée, ce qu'on appelle le consistoire, qui est le conseil qui gère l'église protestante. C'est un lieu qui est donc chargé d'histoire, mais qui est aussi ouvert vers l'avenir et qui est la continuité en fait de ce pourquoi les Cévenols se sont battus pendant des dizaines d'années. Notre découverte de la Lozère nous conduit maintenant au sud-ouest du département. Sur d'immenses plateaux calcaires, les Grands Causses. Le plateau le plus élevé est le Causse Méjean. Il culmine à 1200 mètres d'altitude. Ces paysages ont été façonnés par l'homme depuis des siècles. Ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Morgane Costemar survole le Causse Méjean pour recenser les témoignages liés aux pratiques agricoles traditionnelles. Tous les Causses ont été reconnus comme paysages culturels vivants parce qu'ils se sont façonnés en fait depuis le néolithique par une seule et même culture qui est la culture de l'agro-pastoralisme. C'est la combinaison du pastoralisme, c'est-à-dire faire paître des troupeaux sur ces vastes pelouses naturelles, combinées avec ces parcelles cultivées qu'on voit ici, qui ressortent très bien dans le paysage, notamment le marron. Ce fameux marron, c'est la terra rossa. C'est en fait le produit de l'érosion du sol qui s'est amassé dans ces cuvettes naturelles, qu'on appelle ici des dolines, et ce sont en fait les seuls endroits fertiles du Causse. C'est dans ces dolines que sont cultivées les céréales et le fourrage. L'hiver venu, ces réserves permettront aux bergers d'alimenter leurs troupeaux. Alors le Causse Méjean, c'est ce qu'on appelle aussi un Causse nu. Causse nu parce qu'il n'y a pratiquement pas de forêt. On est sur plutôt de l'arbuste. Et puis Causse nu également parce qu'il a une très faible densité démographique. On tourne à 1,5 habitants au kilomètre carré. La densité de ce Causse est équivalente à celle du Sahara. Là, on est sur des reliefs très doux. On voit bien là les canaux qui sont creusés par les eaux de ruissellement, par l'irrigation. Puis cette forêt, mais qui est artificielle, mais plantée de façon très régulière, très géométrique. Ce sont des forêts qui ne sont pas très vieilles en fait, et elles ont été placées essentiellement pour limiter un peu l'érosion des sols. Sur le Causse Méjean, il n'y a pas un seul ruisseau en surface. L'eau de pluie s'infiltre dans les sols pour ressurgir dans les vallées et alimenter les rivières du Tarn et de la Jonte. Là, on se rend compte, on dit Lozère, terre de pierre, et effectivement, c'est pas ce qui manque. Alors ici, on peut voir les clapasses. Donc les clapasses, ce sont ces tas de pierres qui ont été faits par l'homme pour épiérer les champs. Plus on enlève de pierres, plus on aura l'herbe qui va pousser, ce qui est très important et primordial pour les troupeaux. Là, il y a un très bel enclos pastoral. Les enclos, ce sont des parcelles autour desquelles on construit un muret pour y enfermer le troupeau la nuit pour le surveiller. Et une gazelle
Alors les caselles, ce sont des cabanes de bergers. Là, on en a un très bel exemple. Donc les cabanes de bergers, ce sont des abris construits en pierre sèche. Le troupeau était à l'abri dans l'enclos et le berger, lui, était à l'abri dans la caselle. Enfin, tu vois, du sol, ça, je n'aurais jamais vu. Donc on aperçoit au sommet de la colline l'ancêtre de Drigas. Elle date de l'âge du fer, 700 ans avant Jésus-Christ. Alors au départ, les remparts faisaient 4 mètres de haut. Là, ils se sont un peu effondrés, forcément, ils datent. Les maisons étaient à l'intérieur. Et l'ancêtre était bordé d'un fossé supplémentaire, là, qu'on aperçoit. Les personnes qui viennent sur le Causse disent toujours on est sur des paysages vierges, naturels. Loin de là, on est sur des paysages en grande partie quand même aussi façonnés par l'homme. C'est vrai que ce travail acharné d'épierrement, de construction de murs, d'enclos, montre un peu la ténacité dont fait preuve l'homme depuis des millénaires à s'adapter à un environnement hostile. Il faut s'imaginer donc des hommes qui, depuis le néolithique, vivent sur un lieu où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'arbres. C'est le pari fou qui s'est fait ici et l'agropastoralisme est la réponse à ce milieu hostile. Le lendemain, le travail de Morgane Costemard se poursuit à quelques kilomètres à l'ouest, sur le Causse Sauveterre, plus boisé. Certains jours, la brume enveloppe les gorges du Tarn jusqu'à les faire disparaître. Sur les Causses, les fermes sont toujours construites au bord des falaises, à proximité des sentiers pour faciliter les échanges avec la vallée. Ce matin, Morgane Costemard nous emmène en bordure du Tarn découvrir une bâtisse des 17 et 18e siècles entièrement restaurée. Là, on a vraiment la belle demeure causenarde. Moi, j'avais vu cette ferme quand elle était ferme abandonnée. Et c'est impressionnant de voir le travail qu'ils ont fait. Et surtout, voilà, ils l'ont fait en respectant les lieux, en respectant l'architecture, les savoir-faire. C'est un endroit fabuleux et de mémoire pour l'architecture du Causse. Il a fallu 2 ans de travail acharné à Bernard Camborde et Nathalie Chétan pour la restaurer. Voilà, ici la façade principale, il y avait donc ce qui était l'étable. À l'étage supérieur était la partie habitation. Tout était conçu de façon simple mais efficace. Au niveau de l'habitation, on profitait de la chaleur des bêtes. Et le grenier, l'hiver, le grenier est rempli, servait d'isolant naturel en fait. Et au-dessus, le pigeonnier pour montrer un peu l'importance en fait de la ferme. Comme c'était une maison qui voulait montrer sa façade noble, ils avaient rehaussé un peu plus qu'une maison causenarde habituelle avec le pigeonnier. Voilà, le pigeonnier. Parce que le pigeonnier, c'était un signe de richesse. Bernard et Nathalie ont transformé en espace d'habitation cet ancien abri qui servait à stocker la paille. Et ici, tiens, une vue en coupe de la maison et de ces belles voûtes d'ogives où on comprend très bien l'architecture causenarde en un seul coup d'œil. Pas de charpente, voûte en ogive. On voit l'épaisseur du mur qui encaisse en fait les poussées de cette voûte qui monte, quoi. L'architecture causenarde, c'est du calcaire absolument partout. Ici, sur le Causse, on n'a pas quand même de grandes forêts, donc on n'a pas d'arbres de haute futée qui permettent d'avoir des longueurs suffisantes pour faire des charpentes.
On se dit, en fait, le Cossenard était un bâtisseur. C'était un éleveur, un agriculteur, et c'était un bâtisseur. C'est un peu ça aussi qui a été reconnu lors de l'inscription au patrimoine mondial, c'est ce génie de bâtisseur et ce savoir-faire. Ce savoir-faire est empirique. Aujourd'hui encore, il se transmet oralement. Il en va de même pour la pose de ces toits en pierre de calcaire, appelés des lauses. Voûte exclusivement. Magnifique. Ici aux Florines, ce que je trouve qui est toujours un peu magique, c'est quand on est face à ces toits, on a beau être sur du minéral, hein, donc quelque chose d'assez rigide, de la pierre, et puis on a des ondulations comme ça, des douces ondulations, on dirait un peu la mer, et fait qu'avec des pierres. C'est le côté un peu magique des lieux. Et voilà, il n'y a pas d'angle dur comme avec une charpente bois, du fait du bâti en voûte, tous les raccords, toutes les noues sont faites progressivement avec ces courbes très douces. On parlait de l'harmonie de ces volumes, mais là c'est l'exemple idéal, quoi. Chaque détail architectural a une fonction bien précise. La pierre au loup, c'est cette pierre verticale que vous voyez sur la dalle supérieure de la cheminée, orientée d'une certaine manière pour siffler, hurler un peu quand souffle le vent du nord. Et quand la pierre au loup hurlait, ça voulait dire attention, avec le vent du nord, la froidure, les loups risquent de se rapprocher des habitations, des hameaux, donc ça voulait dire rentrer le bétail avant la nuit tombée. Et du bétail ici, il y en avait beaucoup. Là, c'est impressionnant. Je crois que c'est la plus grande bergerie que je connaisse, hein, parce qu'en longueur... Elle fait 40 mètres de long. Mais une ferme comme celle-ci, la bergerie, imagine, il devait y avoir à peu près 500 bêtes en pleine activité. Voilà. Voilà cette belle voûte en ogive. Hyper rectiligne. C'est vrai qu'elle est assez exceptionnelle. On dirait vraiment, hein, avec cette rectitude-là, on dirait une nef de cathédrale. Quelque chose de curieux, le pignon au bout. Il n'est pas perpendiculaire, il est légèrement en biais. Et pour moi, je pense que c'était pour que les fenêtres soient axées vraiment plein sud, pour que le soleil rentre un petit peu plus, peut-être. Je pense, parce que tu vois, les embrasures sont vraiment toutes orientées dans ce sens, et on voit volontairement. Voilà, et c'est là que c'est vraiment plein sud. Ça m'évoque toute l'opiniâtreté des gens d'ici qui ont été capables de faire des chefs-d'œuvre avec le matériau qu'ils avaient sous les pieds, quoi. On se dit, on n'est pas sur un patrimoine de châteaux, d'églises remarquables, mais on a quand même des bergeries qui valent le détour, quoi. Depuis sa restauration, Bernard et Nathalie ont transformé cette ferme en gîte. Située à proximité d'un chemin de grande randonnée, c'est une adresse appréciée des marcheurs. Et pour les revigorer, le couple a son petit secret dans le jardin. Elles sont belles, hein. Là, bien tendre. Et là, il faut à la fin de l'été. Encore le double. Hein. Oh oui, oui. Bernard le tond régulièrement pour en avoir toute l'année, au moins pendant que le gîte est ouvert, et que pour les randonneurs, ils aient leur soupe d'ortie qui a des vertus anti les rhumatismes, anti-inflammatoires. Elles sont aussi belles que celles du printemps. Du tout début du printemps. Et celles-là feront une très très bonne soupe. La soupe aux orties du couple est devenue une véritable tradition. Je pense qu'avec Bernard, on fait tout pour donner vie à cette maison qui est abandonnée depuis 50 ans. Une maison qu'on adore et on a envie que les gens se sentent bien. Et en principe, le pari en général est tenu. Quand Bernard et Nathalie ont acheté la ferme, ils n'imaginaient pas découvrir à une centaine de mètres de l'habitation une étonnante annexe. Je vais vous amener maintenant dans un lieu qui était tombé dans l'oubli depuis près d'un demi-siècle, un peu secret.
Nous y voilà. Nous voici donc dans nos fleurines. Les fleurines, ce sont les cavités naturelles où l'on affine le fromage de Roquefort. Pour être plus précis, ce sont ces failles naturelles dans la roche qui permettent la ventilation, l'aération naturelle des caves. Ces cavités aérées offraient l'humidité parfaite pour le développement de la moisissure bleue du Roquefort. Voilà, ici nous entrons dans la petite cave où les fermiers autrefois affinaient leur Roquefort. Il y a quelque chose d'un peu magique dans ces lieux. Et c'est quand nous avons acheté la ferme qui était abandonnée depuis 50 ans, nous l'avons achetée en 1996, et nous avons appris l'existence de ces fleurines. Nous les avons cherchées d'abord, trouvées, et du coup avons décidé d'appeler notre gîte Les Fleurines. Et aux Fleurines, l'endroit que Bernard et Nathalie préfèrent, c'est leur belvédère. Quand les gens nous demandent « Mais pourquoi vous avez choisi la Lozère ?» La réponse, elle est là. Donc, d'un seul coup d'œil, ici, on embrasse le Tarn qui continue à creuser ses gorges à son rythme, qui sépare le Causse de Sauveterre à notre droite, rive droite du Tarn, Causse de Sauveterre, et rive gauche, en face de nous, ici, le Causse Méjean. C'est vrai que la vie que nous avons ici, on s'en rend compte avec notre activité de giteur et le nombre de personnes qui viennent nous voir, qu'on fait rêver. On fait rêver beaucoup. On fait rêver beaucoup, et c'est vrai qu'un projet de vie en Lozère, eh bien, pour ce qui nous concerne, ce serait à refaire, on le referait sans problème. On a bien l'intention que ça continue longtemps. Les gorges du Tarn et de la Jonte forment l'un des plus grands sites naturels classés de France. 80 km de canyon, avec des profondeurs pouvant atteindre 400 à 500 mètres. Des paysages spectaculaires auxquels les hommes ont su s'adapter. Ils ont construit des murs de pierre sèche afin de retenir la terre et ainsi cultiver en terrasse. Comme au village du Truel, situé dans les gorges de la Jonte. Ici, il y a un siècle, une roche s'est détachée pour s'arrêter à quelques mètres d'une habitation, écrasant la bergerie sur son passage. Juste en dessous de cette bâtisse, début 2015, un jeune couple a décidé de redonner vie à ses cultures en terrasse. Voilà, les accès au terrain sont relativement compliqués. Il faut pouvoir pas glisser et c'est pas forcément évident pour remonter les produits. Sylvain Trosselier est né en Lozère. Après des études d'ingénieur agronome et des années passées à l'étranger, il est revenu pour réveiller ce patrimoine agricole. Aujourd'hui, Sylvain et Céline ont un potager réparti sur une dizaine de parcelles. Alors là, on se rend bien compte de la configuration du terrain. Donc c'est des terrasses naturelles ici, et tout comme en face, en fait, on est à la même hauteur. Et d'un seul coup, c'est le vide tout droit, jusqu'en bas. Il y a entre 30 et 40 mètres. Il faut faire attention de ne pas chuter. Et nous, face à ça, on s'est projeté l'année prochaine de faire un corridor en fait, de vignes qui serviront de barrière naturelle pour nous empêcher du coup de tomber. Donc là, c'était à peu près comme ça sur
la plupart des terrasses en fait, avant la défriche. C'est pas forcément des gros arbres, mais c'était bien dense. Avec l'aide d'une vingtaine de villageois, Sylvain a défriché les terrasses au pied des maisons. Et il a découvert les techniques traditionnelles d'aménagement des jardins. Là, il faut s'imaginer que ces terrasses, elles ont beau être abruptes, souvent il y a des murets le long de la falaise en fait, qui permettent de retenir un minimum de terre sur ces terrasses-là. Je me suis exercé cette année de reconstruire quelques murets en pierre sèche. Quand on n'a pas l'expérience, c'est pas facile. C'est un respect aussi de ne pas le laisser se perdre. Nous sommes au début du mois d'août et après 8 mois de travail, les cultures s'étendent déjà sur près de 2 hectares. Donc là, on est sur le terrain de la production de pommes de terre. La récolte n'est pas forcément évidente, pas mécanisable. On travaille donc à la main principalement. C'est une bonne terre parce qu'elle était travaillée pendant des générations et des générations jusqu'à que les gens commencent à partir plus vers les villes et à délaisser un peu les campagnes. Sylvain et Céline ont donné naissance à un véritable jardin bio. Ils y ont planté plus de 140 variétés différentes de fruits et légumes. Donc là, on a des variétés qui sont des pastèques, appelées des nuits étoilées. Elles sont parsemées de points jaunes et il y en a en général un qui ressort plus gros que les autres, qui donne un peu l'impression que c'est un ciel étoilé, avec du coup la lune et les étoiles. C'est un beau fruit. Parmi les variétés, certaines sont plutôt insolites. C'est la variété Purple Queen. Ils sont plus faciles à ramasser, ils se confondent moins avec le feuillage que les haricots verts. Donc du coup, déjà, on trouvait ça sympa qu'ils soient violets, et puis ça nous facilite un petit peu le boulot. Et là, c'est des haricots un peu magiques. Quand on les met à cuire, ils redeviennent verts, donc en fait, après, on mange des haricots verts, quoi. Ouais. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Voilà, on arrive à récolter des quantités qui sont quand même pas mal pour notre première année. En tout cas, moi, c'est plus que ce que j'aurais imaginé. Le côté chouette qu'il y a là, dans les récoltes qu'on fait, c'est que tous les deux, on adore manger. Et c'est génial jusque dans l'assiette, en fait, parce que jusqu'au dernier moment, en fait, on en profite, quoi. Chaque mercredi, devant leur maison, Sylvain et Céline installent leur étal. Je sais pas trop ce qu'on met devant. On va peut-être mettre les fraises à côté des tomates. Ouais. Les courgettes devant. Chaque semaine, le stand est différent. On n'a pas les mêmes légumes et pas les mêmes fleurs non plus. Et du coup, ça évolue au fur et à mesure des semaines. C'est chouette. On est fiers tous les deux, pour une première année, d'avoir autant de variétés de légumes. Il y en a trois sortes différentes du basilic. Il y a du normal, le vert, il y a du basilic cannelle et citron. L'aventure de Céline et Sylvain, c'est aussi celle des villageois qui ont accepté de louer leurs terres. Il y a un jeune qui veut s'installer avec un projet qui nous paraît très intéressant. On est contributeur dans le cadre des terrains qu'on a concédés. Et donc, on n'a qu'une volonté, c'est qu'il se développe. Ah ouais. Ça redonne vie au village, au terrain. Ces terrains étaient cultivés par ailleurs. Aujourd'hui, il a redonné une nouvelle naissance à la commune sur le côté agricole. Et nous, ça nous aide. Ça nous aide. Plutôt que d'aller chercher des légumes ailleurs, on préfère les prendre ici. Ils sont ici de nos terres. Il y a des pâtissons jaunes, des blancs. Après, on en a d'autres si. Entre les jaunes et les blancs, non moi, je préfère les blancs. 2,4 kg. Nous, ça nous fait rêver parce qu'on est parisiens et on cherche pour les vacances justement tout l'opposé, tout l'inverse, c'est de venir à la nature et de reprendre le temps, retrouver le temps. Aussi au niveau alimentation, parce qu'on est vraiment attentif à ce qu'on mange et avoir des produits de qualité.
À l'autre bout du département, au nord, se trouve la Margeride. Cette région est la plus méconnue de la Lozère. Elle s'étend à perte de vue sur d'immenses prairies parsemées de chaos granitiques. Les vastes forêts alternent avec les lacs somptueux, comme ici le lac de Charpal. C'est sur ces terres qu'un agriculteur, Alexis Amargé, s'est intéressé il y a 20 ans à une race peu commune d'animaux sauvages. Alors, ce sont des aurochs, ou plus exactement des aurochs reconstitués, puisque les aurochs, en tant que bêtes sauvages, ont disparu. Et donc ces bêtes-là ont été refaites dans les années 1900 par deux directeurs de zoo allemands qui ont voulu prouver que le départ de la vache était bel et bien une vache qui s'appelait l'auroch et non le bison, contrairement à ce qu'on avait coutume de dire. Pour obtenir ces animaux, les zoologues ont croisé différentes vaches dont les caractéristiques étaient proches de celles des aurochs. Aujourd'hui, la race est reconstituée et stabilisée. Comme leurs ancêtres préhistoriques, ces aurochs ont une fourrure foncée où se dessine un trait plus clair. Ils vivent dans des enclos de 15 hectares, sans contact direct avec l'homme. Ces bêtes, elles ont une allure, une fierté de l'animal qui rappelle un petit peu l'animal sauvage. Et ce qui est important pour moi dans cet élevage-là, c'est de chercher à avoir par l'élevage les caractéristiques de l'animal sauvage. Le fait qu'elles se débrouillent toutes seules, donc l'hiver on leur apporte à manger, mais elles sont à l'extérieur quand même, malgré le froid. Ils vont prendre un poids assez important pour se défendre des moins 15 ou moins 30 qu'on a chez nous. Ils vivent aussi en groupe avec un mâle dominant, une femelle dominante. Et les veaux naissent, se débrouillent tout seuls. Si l'homme intervient trop, amadoute trop les animaux, on va perdre tous ces caractères. Et donc, en fait, après, cela ne sert plus à grand-chose d'avoir l'auroch. L'auroch, l'intérêt, c'est de retrouver un peu le premier animal, quoi. Aujourd'hui, l'élevage d'aurochs d'Alexis est devenu une référence en Margeride. Porté par la réussite de son entreprise, il s'est intéressé il y a 5 ans à une autre race primitive et sauvage. Alors ce cheval, c'est le tarpan. C'est le premier cheval, le cheval sauvage. C'est le cheval qu'on a peint sur les grottes et qui est à l'origine de tous les chevaux qu'on a aujourd'hui. C'est un petit cheval avec une raie noire sur le dos, les pattes un petit peu zébrées et qui change de couleur en fait, puisque l'hiver ils sont blancs. C'est en fait s'adapter aux saisons finalement et passer un peu plus discret dans les paysages quand ils étaient à l'état sauvage. Les tarpans, tout comme les aurochs, s'accommodent de la végétation pauvre de Margeride. En broutant, les troupeaux permettent d'éviter que la forêt ne gagne du terrain. Et alors là, les animaux pâturent pour un petit peu ouvrir les espaces dans l'entretien des pâturages. Le cheval mange une herbe un peu différente du bovin. Donc il est complémentaire et c'est aussi intéressant pour ce côté-là. Traditionnellement, ici à Margeride, moi j'avais toujours entendu dire, on disait après 20 vaches, un cheval peut trouver sa nourriture. Donc ils sont vraiment complémentaires. Et ça, c'est important
au point de vue entretien de l'espace. Nous nous dirigeons maintenant vers le sud de la Margeride, au cœur des gorges du Chassezac, aux portes des Cévennes. Ces gorges sont creusées dans le granit. La gare de Guérin domine ce panorama vertigineux. Ce village du XIIe siècle était une étape incontournable sur le chemin de Régordane. À cette époque, c'était la seule route qui reliait l'Auvergne et le Roussillon. Protégée au titre des monuments historiques, la gare de Guérin est un exemple particulièrement bien conservé des villages médiévaux de Lozère. Pour le découvrir, nous avons rendez-vous avec une conservatrice du patrimoine de Lozère, Isabelle Darnas. On est dans ce qu'on appelle en latin un castrum languedocien, c'est-à-dire château, village fortifié. L'esplanade sur laquelle nous nous trouvons d'ailleurs est une fausse image puisque c'était vraisemblablement complètement construit. On était vraiment là dans la partie castrale du village de la gare de Guérin, la partie fortifiée, la partie où résidaient les seigneurs. Au-delà de ce rempart, les gorges du Chassezac, donc vous voyez une défense naturelle. On est directement dans la pente, c'est un des critères de situation de n'importe quel château. Il fallait toujours qu'il y ait une partie du château qui ait une défense passive efficace. On ne fortifiait en fait très fort que les parties où on pouvait pénétrer facilement sur le site. On privilégiait un maximum de côtés protégés naturellement pour limiter les constructions et la complexification des fortifications. Le donjon est bien sûr le vestige le plus important qui nous reste. Là, on est à peu près au XIIe siècle et on y a ajouté derrière un très grand logis qui est un petit peu plus tardif, qui est construit entre le XVIe et le XVIIe siècle et qui amorçait une période où les seigneurs aspiraient à un petit peu plus d'espace et un peu plus de confort. Entre le XIIe et le XIVe siècle, les chevaliers de la gare de Guérin ont fait fortune en prélevant les péages auprès des nombreux voyageurs. À un moment donné, les gens n'habitaient plus dans les châteaux féodaux et se sont fait construire dans les villages des résidences plus confortables. Et c'est l'exemple d'une de ces constructions. Donc 2 niveaux avec des grandes baies à croisées qui montrent donc une résidence assez cossue. Pour avoir des maisons de cette qualité et de cette taille, on est sûr que c'était un des seigneurs de la gare de Guérin qui résidait ici. Les différents seigneurs signifiaient leur habitation par l'implantation de leurs blasons. Alors les blasons aujourd'hui sont pour la plupart martelés et illisibles parce qu'à la Révolution, on a souvent martelé les blasons pour faire disparaître les vestiges des seigneurs, les témoignages de la vie seigneuriale. Isabelle Darnas poursuit son travail dans les Cévennes. Elle se dirige vers le village de Bédouès. C'est ici que se cache un joyau du XIXe siècle, à l'abri des murs de cette petite église. Une chapelle dotée d'une décoration néogothique, parfaitement conservée. Ce décor est un hommage au pape Urbain V, né en Lozère. C'est le pape qui, au XIVe siècle, a rapatrié le siège de la papauté d'Avignon à Rome. On lui doit aussi de nombreux bâtiments prestigieux du Languedoc. Ces armes ont été représentées dans un arc triomphal, juste au-dessus de l'autel.
L'hôtel est en bois peint. Et même les marches sont peintes. C'est assez rare. Et beaucoup de ces hôtels 19e néo-gothiques ont disparu. On en a énormément détruit dans les années 1960, au moment de la réforme de Vatican II. C'était plus du tout à la mode. Et s'ils n'ont pas disparu, on leur a enlevé leur couleur. On les a colorés en marron, de manière à ce qu'on ait une imitation bois parfaite. Cette chapelle est la dernière en Lozère à avoir un décor intégralement peint. Ce joyau doit sa survie au fait d'être resté dans l'ombre de l'imposante collégiale située à quelques mètres de là. Une église commandée au XVe siècle par ce même pape Urbain V. La passion d'Isabelle d'Arnas pour l'histoire et le patrimoine a pris racine dans les Cévennes, à Saint-Germain-de-Calberte, dans une maison de vacances un peu particulière. Le château de Calberte a été construit en l'an 1000, puis abandonné au XVe siècle. En 1964, Daniel d'Arnas, le père d'Isabelle, a acquis les vestiges. Il s'est lancé un pari fou, reconstruire le château à l'identique. Mes parents donc, se sont lancés dans la restauration des ruines, parce que c'était vraiment des vraies ruines. Et petit à petit, un bâtiment après l'autre, le château a repris vie. On peut dire que maintenant il est quasiment terminé, même s'il y a toujours de l'entretien et des choses à faire. Laissé en ruine pendant 5 siècles, le château était en grande partie écroulé. Daniel d'Arnas a dû évacuer toute la végétation, puis déterrer les fondations pour comprendre comment reconstruire les bâtiments. Un travail titanesque, rendu particulièrement complexe par l'emplacement de la forteresse. Déjà, pour des raisons financières, ce n'était pas possible de faire intervenir des artisans. Et en plus, je ne suis pas sûre que des artisans auraient accepté de monter les matériaux à dos d'homme, pas d'eau, venir ici dans des conditions quand même très très difficiles, notamment les 10 premières années. Depuis 5 siècles, toutes les pierres étaient restées sur place. Ce qui a permis au père d'Isabelle de les remonter les unes après les autres. Pendant plusieurs décennies, à chaque vacances scolaires et sans aide extérieure, la famille a peu à peu restauré le château. Il faut voir ça soit avec l'œil de l'adulte, soit avec l'œil de l'enfant. L'œil de l'adulte va dire que c'est une enfance un peu exceptionnelle parce qu'on a été dans les cailloux, dans la restauration. Du coup, je sais faire plein de choses de mes mains, donc ça, on peut dire que c'est un avantage. Par contre, l'œil de l'enfant, c'était des fois un peu fatigant et répétitif que de venir toutes ces vacances où on savait qu'on allait pendant des semaines et des semaines faire du mortier et transporter des pierres et c'était quand même éprouvant physiquement. Devenue archéologue, Isabelle d'Arnas a naturellement mené une campagne de fouilles et des recherches pour éclaircir certains mystères du château. La forteresse possède une architecture inhabituelle. Elle est à la fois dotée d'une tour ronde, mais également d'un donjon. On sait par les textes qu'il y avait des systèmes de co-seigneurie, et notamment une à Calberte ici. C'est possible qu'il y ait eu en fait cohabitation de 2 seigneurs à un certain moment et que chacun ait voulu avoir son domicile, donc le donjon carré et la tour ronde. L'image qu'on avait un petit peu dans les livres scolaires où on nous disait les paysans qui habitaient au pied du château, qui ravitaillaient le château et qui amenaient toute la vie quotidienne au château, en fait ici est un peu démenti. On a des maisons qui sont plutôt de très bon standing, sont tout au moins un rez-de-chaussée et un premier étage. On avait ici des gens qui avaient plutôt un statut privilégié et que la paysannerie était plutôt, elle, dans les hameaux, dans les villages et s'occupait donc de gérer les terres aux alentours. Nous repartons au nord-ouest du département, en direction de l'Aubrac. À cheval sur la Lozère, l'Aveyron et le Cantal, ce massif est un sanctuaire à préserver.
Car ces vastes espaces recèlent un trésor, l'eau. Avec ses nombreux ruisseaux, c'est un immense réservoir qui alimente les rivières de la région, comme le Lot et la Truyère. Bon, je vais t'installer. Ouais. Bon, c'est une première. Bernard Boussagol est pilote du LM. De ce que tu connais par cœur dans... Aujourd'hui, il emmène Gonzalo Diaz survoler cet immense plateau. Guide de moyenne montagne, Gonzalo connaît parfaitement le massif. Ça va toujours. Hein? Ça va toujours. Très bien, ouais, très très bien. Pour toi, c'est un... Mais il le découvre pour la première fois, vu du ciel. Tout à fait. On arrive sur la ligne de crête qui sépare en fait deux aubracs radicalement distincts. Sur la gauche, le plateau consacré aux montagnes d'Estive, et sur la droite, les Boraldes, qui sont ces vallées qui descendent vers le Lot de façon assez abrupte et qui, elles, sont recouvertes de forêts de hêtres. D'accord. Et on appelle ça les Bourales. Les Boraldes, ouais, ouais. Et sur notre gauche, on aperçoit les grands territoires d'estive avec ponctués ici ou là de burons, qui étaient d'anciens chalets d'alpage où on fabriquait la forme d'aubrac. Autrefois, l'Aubrac était entièrement boisé. Mais dès le XIIe siècle, les moines défrichent une grande partie de la forêt et transforment ce plateau en une vaste zone de pâturage. C'est vraiment le pays vert. Ouais, on a un paysage extrêmement vert. Faut savoir que bon, ce plateau reçoit quand même des précipitations abondantes sous forme de pluie, sous forme de neige. Et du coup, c'est un paysage qui n'est pas vert par hasard, quoi, hein. L'Aubrac est un véritable château d'eau à la fois pour le département de l'Aveyron et de la Lozère. Là, sur la gauche, on aperçoit le ruisseau des Plèches, oui, avec tous ces méandres asséchés, hein. Donc on voit qu'on a affaire à des zones humides très 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 importantes. Voilà, le ruisseau des Plèches, qui veut dire littéralement le ruisseau de la pluie. De la roche, de l'eau. Ouais. De l'herbe. De l'herbe, des couleurs magnifiques. Je propose qu'on se rapproche un petit peu des plans d'eau, peut-être. Ouais, ouais, on va aller sur... on aperçoit au fond le lac de Bord, oui, qui est un des 4 lacs d'origine glaciaire. Ces lacs sont les vestiges de la dernière grande glaciation. Il y a des millions d'années, une vaste calotte de glace s'étendait ici. Elle a littéralement raboté le plateau. Et c'est sous son action que s'est modelé ce paysage, en bosse et en creux. Chaque lac glaciaire est entouré d'un écrin de tourbières. Hein. Des tourbières qui se comportent comme de véritables éponges. Et du coup, on a une régularité dans le débit des cours d'eau qui est relativement importante. Et le plateau de l'Aubrac alimente en permanence ces deux rivières qui sont le Lot et la Truyère. Mais avant de se jeter dans ces rivières, ce ruisseau va dévaler l'un des sites naturels les plus remarquables de l'Aubrac. La cascade du Déroc. Une curiosité plutôt inattendue dans ces vastes espaces, car cette cascade témoigne d'une longue histoire géologique. C'est une fracture qui est apparue lorsque l'Aubrac s'est soulevé sous la poussée des Alpes. Des coulées de lave ont alors envahi ces failles. Aujourd'hui, les eaux du plateau s'y déversent pour former cette étonnante cascade. On arrive aux abords de la cascade, là, c'est vraiment magnifique avec cette lumière-là. On a toute la zone humide avec les phragmites, les iris, la reine des prés. Et là, la chute est juste à côté.
avec un décrochement là. Bientôt, un parc naturel régional devrait voir le jour sur ce territoire. Le fond de... Gonzalo Diaz emmène les responsables de ce projet. Bon, alors là, on arrive sur le décrochement de la falaise de lave. On est vraiment au bord de la cascade, avec une chute qui fait une trentaine de mètres. Ouais, c'est vraiment magnifique là. Puis en plus, ce matin, l'éclairage est... L'orage arrive au loin, mais pour l'instant, on bénéficie de l'éclairage. Sous la cascade se cache une grotte spectaculaire. Voilà, là on arrive au pied de la cascade, carrément sous la voûte, qui est tapissée d'orgues de basalte, qui ont un diamètre d'environ une cinquantaine de centimètres, et qui forment une voûte assez continue, avec un petit renfoncement, là, une espèce de petit boyau qui rentre à l'intérieur de la coulée de lave. Et là, les fissures que l'on voit, c'est l'effet du gel? Alors déjà, le refroidissement de la lave donne des orgues de basalte qui sont naturellement, on va dire, fissurés, hein, des fissures longitudinales. Et après, pendant la saison des pluies, l'eau s'infiltre le long de ces fissures-là, et en hiver, avec le gel, la dilatation de la glace fait que des blocs finissent par se désolidariser et tomber, ce qui donne cette éboulis de pierre sous la voûte. Mais il y a une érosion vraiment permanente du site, quoi. Attention, là, on va passer sous la voûte. C'est vraiment un lieu exceptionnel avec ce rideau de pluie, là. C'est vraiment magique. Et là, on voit bien les prismes de lave noire. Là, je me vois bien à l'île de la Réunion, quoi. On a des paysages qui sont similaires. En créant un parc naturel régional, Arnaud espère faire connaître les beautés de ce massif et sensibiliser à l'importance de l'eau sur le plateau. Pour venir ici, il n'y a pas d'accès réellement aménagé. Donc c'est important aussi de montrer le côté originel et expliquer la géologie, expliquer la végétation, expliquer la qualité de l'eau, à quoi elle va servir cette eau derrière en termes d'usage, d'activités économiques, pour l'eau potable, pour la vie au quotidien. C'est important que les gens voient d'où ça vient. Et voilà, là c'est l'occasion, ce genre de site, de refaire tout le cycle de l'eau avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Voilà. Le massif de l'Aubrac abrite un autre paysage. Ce sont les Boraldes, ces vallées boisées qui descendent jusqu'à la vallée du Lot. Elles sont restées sauvages. Ça, alors là, par contre, faites attention, c'est une véritable patinoire, là. Hein. Le lit du ruisseau est constitué d'une série de cascades et de ressauts sur à peu près 800 mètres. On a un cours d'eau assez chaotique, mais qui est très très riche. On a des eaux froides, bien oxygénées. Chaque fois que ça passe sur ces cascades, il y a une charge en oxygène. C'est de l'eau froide qui vient du plateau, donc du coup, c'est relativement favorable pour toute la faune aquatique. Ces eaux d'une qualité exceptionnelle sont précieuses. Elles fournissent un tiers de l'eau potable pour l'ensemble de l'Aveyron. Ça permet d'alimenter tous les villages qui s'égrènent le long de la vallée du Lot et en Aveyron. Et voilà, c'est une richesse, c'est une ressource en eau qui est de qualité exceptionnelle, qui du coup s'exporte assez loin. Il faut à tout prix arriver à préserver cette richesse pour pouvoir continuer à avoir tous les usages qu'on a autour. Au fil de cette vallée, les cascades se jettent les unes dans les autres. Ah, ce que j'aime ici, c'est déjà le calme, c'est le bruit de l'eau, c'est cette couverture arborée qui donne tout au long de l'année une certaine fraîcheur. Et puis surtout, c'est que je ne rencontre jamais personne, hormis quelques pêcheurs accidentellement. Sinon, on ne rencontre personne. Chaque fois qu'on fait des randonnées dans les Boraldes, on est vraiment seul au monde.
Retour sur le plateau. Ces prairies à perte de vue offrent des pâturages particulièrement riches pour ces vaches qui font la réputation de l'Aubrac. Cette race a failli disparaître dans les années 70. Elle a été sauvée par une poignée de passionnés. Aujourd'hui, Maïté Tichet fait partie de la nouvelle génération. À 26 ans, elle élève un troupeau de 150 bêtes. Alors une belle vache Aubrac, on a des belles cornes en lyre légèrement relevées et qui tournent un petit peu sur les côtés. Après on a un tour de mufle bien blanc, les yeux bien maquillés, voilà, avec un bel eyeliner. La vache Aubrac, il faut savoir qu'elle est, c'est une race qui est tout à fait adaptée à notre territoire. Sur l'Aubrac, on ne laboure pas, donc pas de maïs, pas de blé. C'est une vache qui est nourrie qu'à l'herbe et au foin. L'herbe fraîche en période estivale et le foin sec l'hiver. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir de l'exploitation et à installer encore des jeunes sur le territoire. Tu viens, toi? Tu viens avec moi un peu? Oh. Au sein de son exploitation, Maïté consacre une attention particulière à la sélection des 80 génitrices. C'est très agréable de faire naître son propre renouvellement parce qu'on connaît leur famille, on connaît leur mère, leur grand-mère, on a choisi leur père, le taureau. Donc au fil des années, on juge la morphologie de l'animal, on essaye de sélectionner ce qui nous plaît le plus et ce qui nous... et d'effacer un petit peu les critères, les individus qui nous plaisent un petit peu moins. En fait, c'est très important d'être là pendant les phases un peu critiques de leur vie, c'est-à-dire la naissance. C'est là où elles mémorisent sensoriellement le plus le lien avec l'éleveur. Et au moment du tarissement aussi, du sevrage. C'est-à-dire quand on les sépare de leur mère, déjà d'une part on les coupe du lait, donc il y a un petit peu le changement d'alimentation, et on leur prend leur repère, puisqu'après elles deviennent pas encore des adultes, mais elles n'ont plus le rapport avec la mère qui les protège, qui les guide. C'est-à-dire qu'après elles doivent se débrouiller toutes seules. Pendant des siècles, l'élevage des vaches Aubrac a suivi le rythme des saisons. Pour la plupart des éleveurs, l'arrivée des beaux jours sonne le début de la transhumance. Nous sommes toujours sur le plateau de l'Aubrac, près de l'Ailleul, en Aveyron. 120 vaches et leurs veaux prennent le chemin de la montagne pour passer l'été en estive. André Valadier et ses fils sont parmi les plus anciens éleveurs de la région. Pour l'occasion, toute la famille et les amis sont venus leur prêter main forte. Il va falloir guider les animaux pendant les 12 km de la transhumance. On les monte parce que c'est la nature qui nous guide. Les herbages de fond de vallée sont terminés, surtout cette année. C'est dramatique, la sécheresse. Alors elles savent, et on sait que là-haut, pendant quelques jours, elles auront de l'herbe, de la bonne herbe à profusion. On a failli ne pas les retenir. Elles partaient avec beaucoup de conviction. Et ça sera pareil pour la descente d'ailleurs. Quand le mauvais temps apparaîtra, elles seront un peu anxieuses, voir si on ne vient pas les chercher, parce que là-haut, elles sont toutes seules. La nature les prend en charge. Et la nature fait bien son travail. Sur le chemin, André rencontre un autre éleveur. Il commente en patois les plus belles bêtes du troupeau. Eh oui, quello faccio per sabre dai sì. Anche lei di chi lo viola, mai l'altro. Qu'est-ce que ressent l'éleveur le jour de la transhumance? Vous ressentez quoi? Ah bien, on peut le dire. Ça tape là. Ça tape là, et puis il y a quand même une autre phase et un soulagement. Parce que la période hivernale est exigeante. Tous les jours, la période des vélages, l'éleveur est sur le troupeau. Pratiquement, on peut dire jour et nuit.
Vous savez qu'ici, là, on peut dire que depuis toujours, il y a une relation particulière entre l'éleveur et son troupeau. Ce n'est pas le fait du hasard. La vache, c'est l'énergie, c'était le garde-manger, c'était l'élément fertilisateur. Il ne faut pas s'étonner de voir un taureau d'Aubrac sur le foirail de l'Aïol. Sous les apparences d'une promenade, la transhumance exige en réalité une attention de tous les instants. Ah, ils ont laissé partir un veau. Pas trop peur. Laissez-le regagner parce qu'il peut se perdre. Elles ont hâte, vous avez vu, on se presse au portillon. Mais bon, une fois qu'elles sont là, elles retrouvent le calme, la quiétude. Et puis, vous le voyez, une certaine... Vous voyez, elles s'arrêtent, elles mangent, elles savent qu'elles sont arrivées dans leur pâture. Avant de leur rendre la liberté, Jean, le fils d'André, leur enlève les cloches. Alors on les leur a mises il y a quelques jours, lorsque nous préparions la transhumance. On a choisi les plus belles d'entre elles que l'on a parées, voilà, pour l'événement. On souhaite rendre au troupeau toute la quiétude qu'il mérite sur la montagne. Alors on va laisser quelques cloches qui nous permettra de nous situer partant de brouillard lorsque nous viendrons voir nos animaux et qui nous donnera la position du troupeau. Non, je voulais leur resserrer. J'aurais pas dû les leur... Allez. Le troupeau va rester dans ses pâturages pendant 6 mois, jusqu'en octobre. Disséminés sur le plateau, les burons, ces petites cabanes de pierre, racontent une époque où les éleveurs passaient l'été ici pour faire le fromage. En partie enterrés pour conserver la fraîcheur, ils sont les témoins du génie des hommes pour s'adapter à la rudesse de l'Aubrac. Ce bâti traditionnel est aujourd'hui réhabilité et mis en valeur par les jeunes générations. En Aubrac, on voit c'est des grandes étendues où il y a très peu de densité de bâtiments, d'habitats. C'est des petits villages et des petits hameaux dispersés avec des grandes prairies parsemées de chaos granitiques, avec des gros blocs qui se détachent des pâturages. Et les maisons, c'est un peu comme si c'était un chaos granitique qui avait été travaillé. On a vraiment une architecture qui se fond dans le paysage. Donc on est vraiment sur une intégration très harmonieuse. Franck Fabre est tailleur de pierre. La restauration de l'habitat traditionnel est devenue sa spécialité. C'est une terre favorable à la taille de pierre. C'est un territoire hétérogène puisqu'il y a différentes natures de pierre. Du coup, ça fait appel à des connaissances différentes et on est dans un cadre idéal où on a très peu de pollution visuelle. Rares sont les endroits où on a cette sensation d'immensité. C'est tout à fait les conditions rêvées pour pouvoir se concentrer dans son travail, pour avoir de l'inspiration, pour créer des nouvelles choses. Franck Fabre nous emmène au village de Nasbinal. C'est une étape importante pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis plus de 1000 ans. Son église romane du XIIe siècle est emblématique des techniques de construction de l'Aubrac. En général, les ouvrages en granit sont souvent des ouvrages qui sont assez larges, assez massifs, et un clocher octogonal qui a des proportions plus larges que hautes, qui donne un côté robuste, qui défie un peu le temps. Voilà, c'est assez identitaire de cette époque-là et de cette roche-là également. C'est une église constituée de moellons de granit
qui est la roche mère d'ici de l'Aubrac. Et on y retrouve quelques moellons de basalte qu'on a ici, qu'on retrouve également sur les claveaux de l'arc du portail. Donc en ça, cette église est très représentative de l'architecture de l'Aubrac. Donc là, on voit bien la différence. On a les deux bases de colonnes, donc une en basalte et une en granit. On voit là assez bien le côté poreux de la pierre. On voit une pore ici, on en voit d'autres là. C'est une pierre qui n'est pas très homogène et qui est quand même assez difficile à tailler, quoi. On va faire le tour de l'église pour arriver au niveau de l'abside. On a à la cime, sous le toit, des pierres volcaniques de couleur un peu violette qui sont taillées en corbeaux. On a fait un panachage entre le granit et la pierre volcanique pour avoir un ruban violet qui se dessine sous la couverture de l'os de schiste pour jouer un petit peu avec la couleur et donner un petit peu d'élégance au bâtiment. L'utilisation du basalte n'est pas seulement esthétique. Elle a une raison d'être beaucoup plus pragmatique. À l'époque, il y avait des tailleurs de pierre qui préparaient la taille des blocs, des moellons. Et il y avait donc des arrivages de pierre. Et par moment, il y avait un décalage entre le délai d'arrivée des matériaux. Et du coup, s'ils n'avaient plus de blocs de granit à tailler, mais qu'il y avait un bloc de basalte prêt, ils le taillaient et ils le mettaient à la pose. Il n'y a pas forcément une raison particulière de la présence de ce bloc de basalte ici et pas à côté. On a des fermes qui sont relativement importantes, des bâtiments agricoles qui sont de taille vraiment importante, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Si on regarde par exemple dans les Cévennes, sur le territoire des Cévennes, le bâti agricole est relativement petit, avec des maisons imbriquées les unes dans les autres, des petits volumes, alors qu'en Aubrac, on est sur une volumétrie tout en longueur et des bâtiments de taille très importante. Lors de ses déplacements, Franck a découvert une ferme qu'il considère comme la plus belle du plateau de l'Aubrac. Donc là, on arrive dans une ferme typique. On peut remarquer les murs en pierre sèche qui fermaient en fait les jardins de culture potagère. Et les murs sont montés un petit peu haut, à un peu plus d'1 mètre du sol, ce qui servait en fait à couper le courant d'air, qui évitait qu'aux premières gelées, les légumes qui étaient vraiment contre le mur soient grillés par le gel, quoi. L'architecture de l'Aubrac paysanne, c'est vraiment ça. C'est la maison d'habitation et dans le prolongement, l'étable avec la grange au-dessus. On est sur un bâti de granit avec du moellon brut taillé au poinçon, comme on voit par exemple ici. On voit parfaitement les coups de poinçon, voilà, sur du bloc brut. Il faut savoir que le bâti paysan à destination agricole était moins soigné que les maisons d'habitation. C'était du bâti fonctionnel qui servait à protéger les bêtes. On n'était pas là pour faire un château, quoi. Il n'y a que les encadrements de baies qui étaient travaillés, taillés donc plus finement. On le voit là sur le parement des pierres de taille. Et les proportions de la porte correspondent au passage donc, des charrettes et des chars et au passage du bétail pour pas que les cornes touchent et qu'il y ait une certaine hauteur au-dessus de la tête des bêtes pour pas qu'elles s'effrayent en passant sous un linteau qui serait trop bas, par exemple. Bâtie il y a plus de 100 ans, cette étable est encore utilisée chaque hiver. Donc là, on prend vraiment à l'intérieur toute la mesure de la taille du bâtiment. On voit la longueur de rangée de bêtes que l'on peut mettre. Les bêtes étant face à face. C'est une architecture tout à fait fonctionnelle et pour autant c'est beau, les proportions sont harmonieuses et c'est très agréable. Lors de sa construction en 1904, cette ferme était considérée comme la plus moderne de la région. Il y a tout un système de récupération du purin des bêtes qui tombent dans ces caniveaux et part au fond du bâtiment, puisqu'il y a une pente qui est installée du début jusqu'à la fin pour éviter à l'homme à avoir à le sortir manuellement, quoi. Donc c'est déjà des bâtiments qui sont vraiment bien pensés. On constate également le nombre d'ouvertures qu'il y a donc à droite, à gauche et au fond du bâtiment. Ce sont des baies qui sont plutôt de petites dimensions, parce qu'il faut bien imaginer que l'hiver il fait très froid. Donc on préfère en mettre beaucoup de plus petites et judicieusement réparties pour qu'on ait une lumière suffisante à l'intérieur. Ce matin, Franck se rend sur son dernier chantier.
Depuis 3 mois, il reconstruit cette ferme du XVIIIe siècle, dont la partie habitation s'était écroulée. Il doit remettre en place une pierre qu'il vient tout juste de tailler. Descends un peu. On est sur un bloc qui doit faire une centaine de kilos environ. C'est bon? Oui. Aujourd'hui, il n'existe plus de carrière de granit en Lozère, ce qui oblige Franck à trouver ses propres solutions. Nous, ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est de récupérer des pierres localement. Soit on récupère des blocs de défriche de parcelles agricoles ou sur des chantiers de travaux publics routiers, par exemple. Quand on peut trouver de la pierre sur site, c'est très bien parce que le grain, la teinte de la pierre sera exactement le même que ce qu'on a sur le vieux bâti. L'inconvénient de prendre de la pierre en carrière qui vient de loin, c'est qu'on n'a pas tout à fait les mêmes pierres. Aujourd'hui, avec Victor, un compagnon du devoir, Franck s'apprête à remettre en place un élément clé de la bâtisse, le linteau de cheminée du premier étage. Comme on va avancer, on va se revenir encore un peu vers moi. Je pense que c'est suffisant. Vas-y, tu peux faire descendre. Moi, je serais bon. Hein. Moi aussi. On sait que ça, c'est vraiment l'élément majeur de la cheminée. C'est ce qui est le plus vu, qui est le plus représentatif de la cheminée. Dessus, il va y avoir une élévation de plusieurs mètres de haute en pierre. Ça va prendre plusieurs tonnes de charge dessus. On sait que ça va rester, que ça va durer et puis que ce sera utile. Alors, on œuvre à quelque chose de bien. Donc, c'est très gratifiant et très plaisant. À quelques kilomètres de la ferme se situe le plus beau château de Lozère. On l'appelle le Petit Versailles du Gévaudan. Il a été construit au XVIIIe siècle par un noble de l'Aubrac, César de Pers, appelé aussi le Grand César. Franck Fabre y est accueilli par François de Lascaz, le propriétaire. C'est cette grande façade qui fait qu'on appelle la Baume le Petit Versailles du Gévaudan, parce que justement, ce ne sont que des pièces en enfilade. Et César de Peyre, qui a fait construire cette partie du bâtiment, avait été à la cour, avait été lieutenant général des armées du roi pour le Languedoc, et donc avait envie de recréer une architecture comme ça, tout en longueur. Situé à 1200 mètres d'altitude, dans un environnement isolé, le chantier était un véritable défi. César a complètement construit avec les matériaux du pays. Je pense qu'aussi c'était lié avec des questions logistiques, hein, bien évidemment. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, la diligence s'arrêtait à Clermont et que César, pour faire venir son mobilier, par exemple, avait organisé un système de muletiers qui mettait 15 jours pour venir de Clermont-Ferrand. Bon. Donc bien évidemment, on imagine que s'il avait apporté des matériaux qui n'étaient pas du pays, ça aurait été difficile. Donc il est issu, j'allais dire, de son terroir et de son environnement. François de Lascaz profite de la visite de Franck pour vérifier les informations glanées dans les archives du château. Dans les archives, on a des traces qui nous indiquent qu'il a fallu 3 ans à une centaine d'ouvriers pour fabriquer cet édifice. Est-ce que ça vous paraît plausible comme délai pour un tel bâtiment? On s'imagine souvent que ça prenait énormément de temps. Pour prendre un exemple simple, des blocs comme on a là en façade, en tapisserie, dans la journée, on taille même tout à la main, largement plus d'un bloc par jour et par tailleur de pierre. Hein. Je pense que 3 ans, effectivement, ça paraît cohérent. C'est plausible, ouais. D'accord. Mais il faut bien penser que toute la pause, elle se faisait, on va dire, à la belle période et qu'il gardait et que l'hiver était le plus souvent travaillé, même si c'était un régime réduit, mais notamment pour toute la préparation, toute la taille des pierres, etc. Je pense que la taille de toutes les lucarnes, du fronton, etc., c'est des choses qui ont été faites pendant la mauvaise saison. Et ça avançait quand même énormément le travail, quoi. C'est la première fois que je vois ce château là et je suis vraiment impressionné de voir à quel point le travail a été bien fait, quoi. Les joints des pierres sont tous similaires, qui filent tout le long de la façade comme ça. Un fronton qui est très joli. Vraiment du travail soigné dans une pierre comme le granit, c'est très, très impressionnant. C'est un ouvrage qui me touche et qui me parle parce que ça fait vraiment partie de notre métier et c'est du travail que j'aime beaucoup faire. Donc l'avoir sous les yeux et sur un tel volume, c'est vraiment intéressant pour moi et j'ai plaisir à être là et à le regarder.
Parmi les 80 pièces du château, François et Véronique nous emmènent dans celle qui raconte probablement le mieux la passion de César pour le luxe, son bureau. Cette pièce qui a été peinte en 1715 par des artistes originaires de Montpellier ou de Lyon et qui ont reproduit ici ce qu'ils ont vu dans leur voyage en Italie. On retrouve dans des détails de la peinture des petites couronnes de laurier, des empereurs romains de profil et surtout une atmosphère tellement différente de ce que peut laisser supposer la façade austère et le granit très sombre et la rudesse de la façade. C'est vraiment le petit trésor de la Baume pour moi. Dans cet écrin digne d'un palais florentin, on retrouve sur les poutres les armoiries de la famille. Ici, depuis 3 siècles, rien n'a changé. Le bureau de César est toujours là, tout comme un détail auquel il tenait beaucoup. César, ou peut-être son menuisier, a eu l'idée très astucieuse de fixer le tableau sur un seul panneau de la porte. Et donc, quand on ouvre cette porte de cette manière, eh bien, le tableau vient ici. Et donc, César rangeait ici ses documents et ses livres, pour garder vraisemblablement l'harmonie de la pièce. Alors bien sûr, il y avait les bibliothèques tout autour de la pièce, mais les documents les plus importants étaient protégés dans cette salle qui est la salle des archives. Et donc cette salle des archives est protégée contre les intrus, mais aussi contre le feu. Et cette porte ici, qui permet d'accéder, vous voyez, est métallique, est ignifugée en réalité. Et elle est fermée grâce à une grosse clé qui permet de pénétrer dans cette toute petite salle située dans la tour du château et dont on ouvre difficilement la porte même aujourd'hui. Derrière ces portes, c'est toute l'histoire du Gévaudan qui est conservée. Plus de 3 siècles d'archives remplissent ces placards. César était également bailli du Gévaudan, donc juge de la province, et donc c'est vrai que dans ses archives, on trouve beaucoup de documents liés au procès. Et en illustration de ces procédures, vous avez ici les sacs à procès, ce qu'on appelait les sacs à procès. Et on mettait les documents liés à une affaire dans chacun de ces sacs, et c'est là que reste un certain nombre d'expressions qu'on utilise toujours, qui sont où l'affaire est en suspens, ou l'affaire est dans le sac. L'affaire est en suspens, c'était que justement, effectivement, dans l'attente d'un jugement, on pendait, c'était une forme de classement, le sac à son crochet en attendant la décision de justice. Par contre, quand l'affaire était dans le sac, c'était que voilà, elle était terminée, on l'avait rangée et puis on la classait, c'était terminé. Voilà. La comparaison avec Versailles se prolonge jusque dans les salons. Alors, derrière cette porte se trouve la grande galerie de la Baume. Et en fait, lorsqu'on est ici, au fond de la pièce derrière nous, et qu'on regarde jusqu'au bout, on a dans l'alignement toute une succession de pièces qui vont d'un bout à l'autre de la grande façade. César a voulu la même disposition que celle de Louis XIV dans son château. Il s'est aussi inspiré des parquets de Versailles et de certains de ses décors. Ces magnifiques portes illustrent parfaitement Versailles. On voit le roi Soleil et donc les fleurs de lys qui étaient les armoiries des Bourbons. Et c'est une porte en chêne finement sculptée qui vient, comme beaucoup d'éléments de décoration intérieure du château, de la région parisienne. Et c'est dans le salon de réception que l'on découvre le portrait de César. Il veut incarner l'autorité et la puissance, mais n'oublie pas pour autant de faire allégeance au roi à sa manière. Ce qui était amusant, c'est cette façon dont César pointe du doigt le tableau voisin et qui semble dire « celui qui est important, c'est pas moi, c'est mon voisin, c'est-à-dire Louis XIV ».
Sur ces mêmes terres, une agricultrice a décidé il y a 4 ans de remettre au goût du jour une tradition. Cécile Ducoulombier fait revivre une plante typique de l'Aubrac. On est sur une terre d'élevage avant tout, donc c'était aussi un peu un enjeu de dire tiens, on va faire autre chose que de l'élevage. Et puis en même temps, on a choisi un produit qui est quand même très ancré aussi, très traditionnel. Même les jeunes d'aujourd'hui se souviennent d'un grand-père ou d'une grand-mère qui allait cueillir un petit bouquet de thé d'Aubrac. Donc on a quand même choisi de travailler avec un produit qui n'est pas complètement débarqué ici par hasard. Le thé d'Aubrac est une plante aromatique de la famille de la menthe. Elle pousse uniquement dans les forêts de hêtres de l'Aubrac. Nous sommes au début du mois d'août. Cécile emmène Clémence, une jeune collégienne, pour lui apprendre à reconnaître la plante. Tu vois, donc là, il y en a. En fait, il est tout petit, tu vois. Tu vois, si on le sent, voilà, on est sûr que c'est du thé d'Aubrac. Ça sent? Ouais, ça sent la menthe. La menthe, ouais, et puis un peu le... C'est vrai que c'est frais tout de suite au début. Ouais, c'est vrai. Après, il y a un peu un truc un peu acidulé, qui va ressembler au citron. Il y a plusieurs conditions pour qu'il pousse comme il faut. Il faut un sol volcanique, il faut du froid, il faut de l'altitude. Parce qu'en fait, pour germer, il va avoir besoin de froid. Donc, il se plaît sur le plateau de l'Aubrac parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il pousse bien. Normalement, à cette saison, il fleurit, on le voit bien. Et ça, c'est un peu lié aux conditions extrêmes qu'on a eues. Donc, du coup, dans la forêt, on voit des fleurs qui ont fané très vite. Et on va aller voir s'il y a des endroits où elle est fleurie. Depuis 2011, Cécile et d'autres agriculteurs ont créé une association pour valoriser et protéger le thé d'Aubrac. Notre idée derrière tout ça, c'était de pouvoir faire vivre du monde grâce au thé d'Aubrac. Donc ça veut dire pouvoir en proposer à beaucoup de gens, il y a beaucoup de demandes. Donc on s'est dit la meilleure manière, c'est de travailler avec la plante, mais au lieu de venir la prendre ici dans la forêt, la mettre, comme on dit, chouchoutée dans un petit jardin. Et du coup, elle est là que pour du coup être transformée, vendue, proposée aux gens. Et celle-là, on va la laisser vraiment dans son milieu pour être là où elle a toujours été, quoi. Aujourd'hui, la plante retrouve une nouvelle vie. Elle est cultivée dans les jardins par une quinzaine de producteurs que Cécile accompagne dans leur installation. Parmi les membres de l'association, Nathalie Tardieu est apicultrice. Elle a planté ses premiers pieds de thé il y a 1 an. À peine tu touches les feuilles, il y a une odeur qui se dégage. Ouais, dès que tu les frottes, tu passes un peu au milieu si tu veux cueillir, ça sent tout de suite bon. En fait, on s'est rencontrés avec Cécile, on a beaucoup parlé de plantes médicinales. Et du coup, quand elle m'a proposé de faire partie de l'association et de cultiver du thé d'Aubrac avec eux, j'ai dit oui de suite. C'est bien de valoriser un produit du terroir. On voit bien que c'est quand même pas des très grandes parcelles. On reste sur le principe d'un petit jardin. Là, il est vraiment dans un espace qui lui convient, avec un peu d'ombre. Et puis des soins normaux, on va dire, on lui fait rien de plus. Même là, il est bien pour être cueilli. Ouais, il est prêt. Je pense qu'il est prêt. Aujourd'hui, Nathalie et Cécile vont cueillir l'équivalent de 200 grammes de tisane séchée. Et à la fin de la saison, les agriculteurs de l'association auront produit plus de 60 kilos de thé d'Aubrac. La filière débute, mais chaque année, elle progresse. Ça ne peut pas être encore une activité complète en thé d'Aubrac parce qu'il faudrait des surfaces trop grandes et du coup le travail manuel entre guillemets de la récolte deviendrait un peu compliqué. Tu veux un peu la panière pour... Tiens, avec. Hop. C'est joli quand il est tout frais comme ça. Ah oui. Depuis quelques mois, Cécile s'est associée à différents artisans de la région pour enrichir la gamme des produits à base de thé d'Aubrac. Ce matin, elle rejoint un boulanger, Michel Buffière, pour finaliser une des dernières créations, la guimauve. Alors, je vais peser mon thé d'Aubrac pour la guimauve. Il me faut 15 grammes pour faire ma recette. C'est une odeur magique.
L'idée, c'était de pouvoir, grâce au thé d'Aubrac, faire vivre du monde, faire de nouveaux produits aussi, le valoriser. Donc nous, ça nous plaisait de dire on va vraiment travailler avec tout le monde ici. Voilà, en connaissant Michel, en sachant tout ce qu'il faisait en pâtisserie, en boulangerie, je me suis dit peut-être qu'il pourrait nous aider parce qu'on a à la fois la proximité du contact, de l'échange, du produit aussi, du coup de la fraîcheur du produit et ça, c'était voilà, bien. C'est au jour le jour. Quoi. Oui, voilà. Et après, ça devient des spécialités qu'on ne trouve pas ailleurs et c'est ça que je recherche surtout. Alors, on va couper ce que j'ai fait hier. Ah oui. Bon, ce sera bientôt prêt. La douceur de la guimauve agit comme un exhausteur de goût et fait ressortir la fraîcheur du thé d'Aubrac. Au début, c'est bien le sucre. Enfin, on sent le sucre parce que du coup, on sent que c'est bien sucré comme un bonbon presque. Et après, une fois que le sucre glace fond, ouais, on a tout de suite, on sent le thé d'Aubrac en fait. On sent le goût de la plante. On retourne à l'enfance. Voilà. Il y a quelques mois, l'association a ouvert cette boutique à Nasbinal. Il faudra faire au moins 20 sachets. Ok. Parce qu'il y avait presque 1 kilo de guimauve. Les guimauves font partie des produits phares de la gamme. Mais le thé d'Aubrac se décline ici sous toutes les formes. Des produits gourmands, des liqueurs, mais aussi des produits de beauté. Nous quittons l'Aubrac pour revenir vers le Mont Lozère. Nous partons sur les traces d'un personnage célèbre, l'écrivain Robert Louis Stevenson. Depuis plusieurs années, une association fait vivre ce chemin emprunté en 1878 par l'auteur de l'Île au trésor. Accompagné d'un âne, il a suivi cette voie de passage ancestrale entre l'Auvergne et le Languedoc. Quand on reprend le chemin de Stevenson, quand on repart sur ses traces, on a vraiment la sensation de pouvoir presque revivre les mêmes émotions face au paysage. Parce qu'en fait, les choses ont peu changé ici, en 150 ans. Ces immenses étendues peuvent se couvrir rapidement d'un épais brouillard. Au fil des siècles, les hommes ont créé des alignements de pierres pour se repérer. Ah ça, c'est très important, c'est les pierres qui permettent, c'est les balises qui permettent de traverser le massif par tous les temps. Parce qu'en fait, la pluie s'arrête et les nuages s'arrêtent sur le massif, le dôme du Mont Lozère. Et donc là, tu vois, c'est vraiment un alignement qui permet aux pèlerins, aux colporteurs, aux randonneurs de retrouver leur piste. Ça s'appelle les Montjoie. Robert Louis Stevenson est passé par là. Il a emprunté le chemin le plus direct pour aller basculer vers le versant sud. Donc il a pris cette cime qui est la grande draille du Languedoc qui permet d'arriver sur le Mont Lozère. C'est un peu, tu vois, les dômes de granit avec ce tapis végétal souple. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière. C'est l'espace ouvert. Et on arrive. On arrive à la cime, oui. 1699 mètres. Il y a une de ces lumières. Ah, la lumière est douce, oui, magnifique. Le groupe arrive à destination, au sommet du Mont Lozère. Alors d'ici, par beau temps, au fond, à gauche, on peut voir un petit liseré argenté qui, effectivement, est la Méditerranée. La baie de Sète est visible d'ici. D'ailleurs, il le décrit. Il a cru voir, il a aperçu les voiles blanches dans la baie de Sète. J'oublie un peu qu'on a marché sur les traces du passage de l'homme, qu'on a suivi les Montjoie, qu'on a suivi les mots de Stevenson. Et je me trouve... je dis pas seul, mais
en face de l'immense, des grands espaces, le ciel, le changement de la lumière. C'est pas que je veux tout oublier, mais que ça change de perspective. Si je pouvais venir ici, 1000 fois, je viendrais. Je trouve ça magique.